Merci Jean-Louis. Redouté par les étudiants, espéré par les professionnels, critiqué par les universitaires, la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations était en tout cas nécessaire, voire heureuse. Le professeur Jacques Mestre de l'université d'Aix-Marseille parle même à son sujet de bonheur contractuel. Le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations sont quasiment restés inchangés depuis 1804, alors que des pans entiers du Code civil avaient été modifiés depuis un demi-siècle. Le droit de la famille, le droit des personnes protégées, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions, le droit des libéralités, etc. La partie du Code relative aux obligations était figée, malgré les évolutions de la société et les besoins des acteurs économiques et sociaux. Les fluctuations de la jurisprudence dans l'application de la règle de droit étaient source d'insécurité juridique. Et les lacunes de la loi étaient de plus en plus importantes à combler sur des questions pourtant devenues essentielles. Le processus de formation du contrat, les avant-contrats, les effets d'une crise économique sur le contrat. Personne n'osa toucher au titre 3 du livre 3, à ce pilier du Code civil, jusqu'à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dont on fête aujourd'hui le premier anniversaire. La publication de l'ordonnance au journal officiel de la République française, le 11 février 2016, a suscité de nombreuses réactions dans les milieux juridiques, mais cette réforme majeure de la Constitution civile de la France, selon l'expression du doyen Carbonnier, est passée largement inaperçue du grand public. Pas un mot dans les journaux télévisés et à la radio, les journalistes ayant préféré faire couler l'encre sur la réforme du Code du travail proposée par la ministre Myriam El Khomri. On a même cru, presque jusqu'au dernier moment, que la réforme ne serait pas adoptée et qu'elle serait reportée sine die pour cause de démission de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, alors en désaccord avec le président de la République sur la question de la déchéance de nationalité. La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'a pas suivi la voie parlementaire normale, mais la voie de l'article 38 de la Constitution. L'article 8 de la loi du 16 février 2015 habilitait le gouvernement à réformer le droit des obligations par voie d'ordonnance. Le gouvernement disposait d'un délai de 12 mois pour prendre une ordonnance relative au droit des contrats. Un avant-projet d'ordonnance a été soumis à une consultation publique entre le 25 février et le 30 avril 2015 par le ministère de la Justice. L'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été prise in extremis le 10 février 2016, c'est-à-dire moins d'une semaine avant l'expiration du délai. L'ordonnance ne bouleverse pas l'économie générale du texte de l'avant-projet, elle se limite à refaire sans défaire. Par exemple, là où l'avant-projet envisageait simplement une résiliation du contrat pour cause d'imprévision, l'ordonnance accorde au juge un pouvoir de révision. On y reviendra. L'ordonnance est accompagnée d'un rapport remis au président de la République qui, même s'il est dépourvu de force contraignante, non seulement permet de mieux comprendre l'esprit des nouvelles dispositions, mais aussi comporte une directive d'interprétation indiquant que l'ordonnance est supplétive de volonté, sauf disposition contraire. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance a été présenté en Conseil des ministres le 6 juillet 2016, c'est-à-dire dans le délai de 6 mois à compter de la publication de l'ordonnance. Son unique article prévoit simplement que l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée. La loi de ratification, vous le savez, donnera la force d'une loi à l'ordonnance. L'entrée en vigueur de l'ordonnance a été différée. Le nouveau droit des contrats est entré en vigueur à partir du 1er octobre 2016. Des dispositions transitoires sont prévues. Les contrats en cours d'exécution, avant le 1er octobre 2016, et les instances introduites avant cette date restent soumis à la loi ancienne. Cela signifie que pendant de nombreuses années, les règles anciennes continueront de s'appliquer et qu'une dualité de régime, l'ancien et le nouveau, coexisteront. Seules les actions interrogatoires instaurées par l'ordonnance sont applicables immédiatement, c'est-à-dire dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le lendemain de sa publication, soit le 12 février 2016. La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est le fruit d'un travail intellectuel sans équivalent mené par la doctrine pendant une décennie. La réforme trouve son inspiration dans plusieurs sources. Premièrement, l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, publié en 2005 par le groupe de travail présidé par le professeur Catala. Deuxièmement, les propositions de réforme formulées en 2008 par le groupe de travail constitué sous l'égide du professeur François Terré dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques. Troisièmement, les projets d'harmonisation du droit européen international des contrats, notamment les principes du droit européen des contrats et le Code européen des contrats. Alors on laissera aux généalogistes du droit le soin de déterminer ce qui a été puisé dans tel ou tel projet. On observera simplement une convergence de la réforme avec les droits en Europe. Sécurité juridique, efficacité économique, justice contractuelle constituent la nouvelle devise sur laquelle repose la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Sécurité juridique d'abord, à travers le droit de résolution, à travers la sanction du non-respect des promesses de contrat. Efficacité économique ensuite, à travers le droit de résolution unilatérale du créancier en cas d'inexécution. Et justice contractuelle, enfin, à travers le pouvoir du juge de lutter contre les clauses abusives. L'esprit de la réforme n'est pas facile à déterminer, au point que l'on pourrait douter de l'existence d'une philosophie générale. La réforme est marquée en fait par deux tendances contraires. La première tendance se manifeste par un retrait du rôle du juge, dont l'intervention est plus souvent retardée, voire facultative, qu'auparavant, et une montée en puissance du pouvoir de volonté unilatérale, notamment à propos des sanctions de l'inexécution du contrat. Je pense notamment à la résolution par notification et à l'exception d'inexécution par anticipation. La seconde tendance, à l'inverse, est marquée par un renforcement du rôle du juge et un encadrement du pouvoir de la volonté unilatérale pour faire respecter l'ordre public, sanctionner la violence dite économique ou encore condamner les clauses abusives. Les pouvoirs du juge, réviser, réduire, requalifier, évincer, ont été augmentés par l'ordonnance avec la multiplication des standards juridiques qui sont laissés à son appréciation. Je vous en cite quelques-uns: délai raisonnable, personne raisonnable, période raisonnable, avantage manifestement excessif, excessivement onéreux, disproportion manifeste, etc. L'esprit de la réforme s'écarte de celui du Code civil de 1804. Traditionnellement, le Code civil répugnait aux interventions extérieures aux contractants sur la loi contractuelle et protégeait tous les contractants qui étaient traités identiquement. Le déséquilibre était la rançon de la liberté et de l'égalité des contractants.
la réforme repose davantage sur une politique de protection de l'intérêt d'une catégorie de contractants. La protection de la partie faible est illustrée dans l'ordonnance, notamment par l'éradication des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, l'interprétation du contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé, l'admission de la violence en cas d'abus de l'état de dépendance par un contractant. Sur la forme, l'ordonnance bouleverse la numérotation des articles du Code civil, y compris ceux qui sont relatifs à la responsabilité civile et dont la réforme prochaine est annoncée. Le célèbre article 1134 du Code civil, qui concernait la force obligatoire et la bonne foi, est disséminé aux articles 1103, 1104 et 1193. La structure change également. L'ordonnance modifie les titres 3, 4 et 4 bis du livre 3e du Code civil pour les consacrer respectivement aux sources d'obligations, au régime général des obligations et à la preuve des obligations. Le nouveau titre 3 est composé d'un sous-titre premier sur le contrat, d'un sous-titre 2 sur la responsabilité extra-contractuelle et d'un sous-titre 3 sur les autres sources d'obligations qui est essentiellement relatif au quasi-contrat. Ce plan constitue, à n'en pas douter, une amélioration du droit français. Sur le fond, la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'est pas une révolution du modèle contractuel français, mais une rénovation du droit français des contrats. La rénovation qui vient d'être opérée est premièrement profonde. L'idée est de renforcer l'attractivité du droit français, notamment dans les contrats internationaux, en le rendant à la fois plus accessible et plus compréhensible, plus moderne et plus adapté aux besoins actuels et pratiques des particuliers et des entreprises. Les changements les plus spectaculaires concernent la disparition de la cause et la consécration de la théorie de l'imprévision. La rénovation est deuxièmement presque totale. La très grande majorité des dispositions du Code civil a été changée. L'ordonnance modifie plus de 300 articles du Code. La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a vocation à s'appliquer dans tous les domaines. Cette réforme impacte diverses branches du droit, droit du travail, droit commercial, etc. La pratique notariale va devoir user de son art pour rédiger des clauses qui soient conformes aux nouvelles dispositions. Le notaire devra notamment veiller à ce que les clauses ne soient pas sanctionnées pour atteinte à la substance de l'obligation essentielle ou ne soient pas qualifiées d'abusives. La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations reprend certaines solutions antérieures qu'elle grave dans le marbre du Code civil, en remettant en cause d'autres qu'elle fait disparaître du Code civil, tandis que d'autres encore font irruption dans le Code civil. Voyons tout d'abord les consolidations. D'aucuns évoquent une réforme à droit constant dans la mesure où l'ordonnance s'attache à consacrer les solutions dégagées et accumulées par la jurisprudence depuis 1804. Pour l'essentiel, le droit des quasi-contrats, par exemple, fait l'objet d'une codification à jurisprudence constante, avec notamment la consécration dans le Code civil de l'enrichissement injustifié. La consolidation de l'acquis jurisprudentiel concerne aussi bien la formation du contrat que son exécution. Sur la formation du contrat, le nouveau chapitre 2 se compose de 4 sections qui portent dans l'ordre sur la conclusion, la validité, la forme et les sanctions. Sur la conclusion, le nouvel article 1112 du Code civil porte sur les négociations précontractuelles et reprend la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt Manoukian à propos de la réparation du préjudice
qui résultent de la rupture fautive des négociations. Les dommages et intérêts ne pourront pas avoir pour objet d'indemniser la perte des avantages attendus d'un contrat non conclu. Le nouvel article 1112-1 du Code civil est d'une importance pratique considérable. Il prévoit qu'une partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer. Ce devoir d'information, que la jurisprudence avait mis à la charge de certains professionnels, est généralisé à l'ensemble des contrats. Ce devoir général d'information précontractuelle est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il ne pourra être exclu, ni même limité contractuellement. La violation de ce devoir est sanctionnée par la nullité du contrat conclu. L'alinéa 2 maintient la jurisprudence Baldus, qui exclut l'obligation pour l'acheteur d'informer le vendeur de la valeur réelle du bien que ce dernier s'apprête à vendre, en ajoutant, je cite, que ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Sur la validité, conformément à la jurisprudence Larousse-Borda de la première chambre civile de la Cour de cassation, c'est un arrêt du 3 avril 2002, le nouvel article 1143 du Code civil fait de la violence économique un vice du consentement rattaché à la violence. Cet article donne une définition large de la violence et introduit le vice de dépendance en disposant: il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Cet article soumet la nullité du contrat à une condition que n'exigeait pas la Cour de cassation. Il faut que le contractant, qui a abusé de l'état de dépendance de son co-contractant, en ait retiré un avantage manifestement excessif. Le nouvel article 1164 du Code civil réaffirme le principe de la validité de la fixation unilatérale du prix dans les contrats cadres, ainsi que les sanctions en cas d'abus dans la fixation, qui avaient été affirmées par une série d'arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 1er décembre 1995. L'ordonnance apporte toutefois une innovation en précisant qu'en cas de contestation, le titulaire de la prérogative devra motiver sa mise en œuvre. Sur la forme, la cession de créance et la cession de contrat supposent désormais, pour être valables, qu'elles soient constatées par écrit. Le principe du consensualisme est donc écarté pour ces deux contrats qui deviennent avec la réforme solennels. Sur les sanctions, le nouvel article 1179 du Code civil consacre la distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives. Quant à la caducité, le changement le plus notable tient dans la consécration légale de l'interdépendance dans les ensembles contractuels qui peut, à certaines conditions, posées par l'alinéa 2 de l'article 1186 nouveau du Code civil, emporter la caducité d'un contrat dont l'exécution est rendue impossible par la disparition d'un autre. Après les consolidations sur la formation du contrat, voyons celles qui concernent la phase d'exécution du contrat. La durée du contrat sort du secret et une section entière lui est consacrée dans le Code civil. Pour l'essentiel, l'ordonnance reprend les principes largement admis en droit français, selon lesquels les engagements perpétuels sont prohibés et les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés par chaque partie à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis.
Toutefois, le nouvel article 1210 précise que l'engagement perpétuel n'est pas nul, mais unilatéralement résiliable, comme un contrat à durée indéterminée. S'agissant de l'inexécution du contrat, la fameuse saga jurisprudentielle des affaires Chronopost et Forestia, qui a duré 15 ans, est consacrée au nouvel article 1170 du Code civil, selon lequel toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. L'ordonnance reprend la jurisprudence Tocqueville dégagée par la Cour de cassation relative à la résolution du contrat aux risques et périls du créancier en cas d'inexécution suffisamment grave. Le nouvel article 1226 du Code civil prévoit que le créancier peut résoudre le contrat en dehors du juge par simple notification au débiteur. Le créancier doit néanmoins mettre son débiteur en demeure de s'exécuter, sauf en cas d'urgence. Après les consolidations, voyons quelles sont les disparitions. L'ordonnance supprime des distinctions et des notions classiques de la matière. Commençons par les distinctions supprimées. Et voyons tout d'abord la distinction entre le contrat et la convention. Le contrat était défini selon une formule empruntée à Pothier, le père du Code civil, à l'ancien article 1101 du Code civil, comme, je cite, une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cet article donnait implicitement la distinction entre le contrat et la convention. Le contrat était une espèce de convention qui avait pour effet de produire des obligations. Curieusement, le Code civil de 1804 ne définissait pas la convention. La réforme supprime cette distinction. Le nouvel article 1101 du Code civil donne une définition plus large du contrat. Je vous la livre. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En conséquence, la remise de dette, par exemple, est désormais un contrat, puisqu'elle a bien pour effet d'éteindre des obligations. Ce n'est donc plus une convention. Autre distinction qui est supprimée, la distinction entre les obligations de faire, de ne pas faire et de donner. À la lecture de l'ancien article 1101, ainsi que de l'article 1126 du Code civil, le contrat créait trois sortes d'obligations. L'obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la propriété ou l'usage d'un bien, l'obligation de faire, c'est-à-dire d'exiger du débiteur l'exécution d'une obligation, et l'obligation de ne pas faire, c'est-à-dire d'exiger une abstention du débiteur. Vous le savez, par exemple, l'obligation de confidentialité et l'obligation de non-concurrence. Eh bien, la réforme ne reprend pas cette distinction des trois catégories d'obligations, alors que pourtant, l'article 1101 que je vous ai cité, le nouvel article, comme on vient de l'entendre, conserve la référence aux obligations. À côté des distinctions supprimées, il y a également les notions qui sont supprimées. Au premier abord, les bonnes mœurs et la cause ont disparu. En vérité, il s'agit davantage de supprimer le mot que de supprimer la notion. Concernant les bonnes mœurs, la jurisprudence, vous le savez, avait considérablement réduit la notion de morale conjugale. La Cour de cassation considérait notamment que n'était pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire.
Ainsi, la Cour de cassation avait pu juger qu'était valable le testament fait par un vieux polisson âgé de 95 ans, marié avec une jeune maîtresse de 31 ans. La Cour de cassation considérait également qu'était valable le contrat de courtage matrimonial conclu par un homme marié. Étonnant d'admettre la validité d'un tel contrat qui a pour but de se faire rencontrer des personnes dans un but précis qui est le mariage, lorsque la personne est déjà mariée. La réduction du domaine d'application de la notion de bonne mœurs explique certainement son absence de l'ordonnance. Mais cette absence peut s'expliquer aussi parce que les bonnes mœurs font partie de l'ordre public. C'est ce que l'on peut déduire du nouvel article 1162 du Code civil, qui dispose que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but. Je vous rassure donc, le droit des contrats ne devrait pas sombrer dans l'immoralité. En outre, la liberté contractuelle pourra toujours être limitée par l'article 6 du Code civil, qui dispose invariablement « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». S'agissant de la notion de cause, la théorie de la cause était d'une relative complexité et emportait de nombreuses approximations. Elle avait même provoqué d'interminables empoignades doctrinales, et plus personne aujourd'hui, disait-on, n'était capable de donner une définition de la notion de cause. Le Code civil lui-même employait indifféremment les expressions de cause de l'obligation dans l'ancien article 1131, cause de la convention dans l'article 1132 et cause du contrat dans l'ancien article 1133. Souvenez-vous de ce professeur de droit civil qui disait « Si vous avez compris la notion de cause, c'est qu'on vous l'a mal expliqué ». La cause était devenue une singularité du droit français. Elle était ignorée de certains droits étrangers et était condamnée par les projets d'unification du droit européen des contrats. Il n'est dès lors pas étonnant que le nouvel article 1128 du Code civil fasse disparaître la cause des conditions de validité du contrat. L'exigence d'un objet et d'une cause est remplacée par celle d'un contenu certain et licite. La disparition de la cause suscite quand même un certain émoi. La notion la plus emblématique du patrimoine contractuel français serait passée à la trappe au nom de la modernité. Si l'on en croit certains, la cause est entendue. À y regarder de plus près, la cause est sous-entendue. La cause demeure tapie dans l'ombre de plusieurs dispositions de l'ordonnance. Les fonctions traditionnelles de la cause, qui sont le contrôle de son existence et de sa licéité, sont maintenues. Il suffit de citer les règles suivantes. L'article 1162 nouveau prévoit que le contrat ne peut déroger à l'ordre public par son but. C'est le contrôle de la licéité. L'article 1169 nouveau prévoit que le contrat à titre onéreux devient nul en cas de contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de sa formation. C'est le contrôle de son existence. Par conséquent, la modification des textes n'a rien changé au fond. La cause n'a disparu que d'un point de vue formel. Le mot n'existe plus, mais nous avons la chose. Si nous avons la chose, peu importe le mot. Quantitativement et qualitativement, la réforme se caractérise moins par son œuvre destructrice que par son œuvre créatrice. Vous l'avez compris, il est l'heure d'aborder maintenant les innovations. L'ordonnance comprend d'importantes innovations en droit des contrats,
dans le régime général et la preuve des obligations. S'agissant du droit des contrats, tout d'abord, l'ordonnance édicte une catégorie nouvelle contenant les principes directeurs, généraux, voire fondamentaux, qui gouvernent le nouveau droit des contrats. Ces principes n'ont pas de valeur supérieure aux autres règles applicables au contrat, mais doivent servir aux juges de guide d'interprétation. Les principes du contrat sont énoncés aux nouveaux articles 1100 et suivants du Code civil, dans un chapitre intitulé « Dispositions liminaires ». Le nouvel article 1102 affirme plus clairement le grand principe de la liberté contractuelle et ses limites, alors que ce principe se déduisait auparavant d'une interprétation a contrario de l'article 6 du Code civil que j'ai cité. Le nouvel article 1103 pose le principe de la force obligatoire du contrat presque dans les mêmes termes que l'ancien article 1134 alinéa 1. Le nouvel article 1104 pose le principe de la formation et de l'exécution de bonne foi, alors que le Code civil de 1804 mentionnait uniquement la bonne foi à propos de l'exécution des contrats. Je fais une parenthèse, dans les travaux préparatoires du Code civil de 1804, on prévoyait que la bonne foi s'appliquerait à la formation et à l'exécution. Mais ça n'a pas été retenu par les codificateurs. L'alinéa 2 nouveau de cet article précise qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public excluant tout aménagement contractuel. Le principe du consensualisme est quant à lui consacré plus loin au nouvel article 1172 du Code civil à propos de la forme du contrat. À côté de l'édiction de principes du contrat, est une innovation qui concerne le droit des contrats et qui est importante, sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est la consécration de la théorie de l'imprévision. La théorie de l'imprévision fait apparemment une entrée fracassante dans le Code civil, et la célèbre jurisprudence Canal de Craponne, inaugurée en 1876, passe de vie à trépas après 140 années de résistance. Cette jurisprudence prévoyait sévèrement, faut-il le rappeler, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération les temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. Désormais, quand l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse pour un contractant, à la suite d'un changement imprévisible de circonstances lors de la conclusion du contrat, celui-ci peut demander à son co-contractant de renégocier le contrat et, à défaut d'accord entre les parties, peut demander au juge de réviser ou de mettre fin au contrat. Les conditions posées par le nouvel article 1195 du Code civil pourraient toutefois rendre peu fréquente la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision. De plus, le nouveau mécanisme peut être neutralisé par la liberté contractuelle via l'insertion dans le contrat d'une clause d'acceptation du risque d'imprévision. La notion d'imprévision était d'ailleurs déjà prise en considération par la pratique avant la réforme via l'insertion de clauses de hardship dans les contrats d'affaires. En tout cas, le nouveau texte charge les magistrats d'une nouvelle responsabilité qu'ils ne demandaient pas. Le nouvel article 1195 fait pleinement confiance aux lumières des juges en leur confiant le contrat. Le pouvoir de révision n'est assorti d'aucun garde-fou explicite.
Le juge pourrait donc redéfinir le produit qu'il s'agit de livrer ou de fabriquer, changer le prix que le client devra payer, changer les délais, étendre ou limiter la responsabilité encourue, alléger ou aggraver les responsabilités, les garanties, etc. Cette intervention du juge pose plusieurs questions. Sont-ils aptes à apprécier l'opportunité de prendre ce qui ressemble à une décision de gestion? Plus largement, le juge dit-il encore le droit lorsqu'il révise un contrat qui va se poursuivre entre les contractants pendant plusieurs années? Les questions sont ouvertes. À côté de la consécration de la théorie de l'imprévision, il est important de dire en quelques mots sur la généralisation des clauses abusives. Le nouvel article 1171 du Code civil traque les clauses abusives, même en dehors des relations professionnelles consommateurs. Par exemple, grâce à cette nouvelle disposition, si j'ai loué un appartement pour mes vacances sur Airbnb, je pourrais demander au juge d'évincer la clause qui permet au propriétaire de l'appartement de changer la période de location à n'importe quel moment, sans mon accord et sans indemnité. Le nouvel article 1171 introduit une sanction des clauses abusives qui est empruntée au droit de la consommation. La sanction, qui consiste à réputer la clause abusive non écrite, est limitée au seul contrat d'adhésion. La limitation ne devrait pas avoir une grande incidence, car ce sont surtout ces contrats qui sont en pratique déséquilibrés. Autre innovation, la création des actions interrogatoires. S'inspirant des droits européens, l'ordonnance a introduit en droit français un nouveau mécanisme appelé interrogatoire dans le but de sécuriser un contrat. Il s'agit d'un dispositif d'ordre procédural destiné à mettre fin à une situation d'incertitude. En bref, une partie ou un tiers interroge une autre partie à un contrat pour connaître sa volonté ou l'étendue de son pouvoir. Les nouveaux articles 1123, 1158, 1183 créent 3 actions interrogatoires qui portent respectivement sur le pacte de préférence, les pouvoirs du mandataire et l'exercice de l'action en nullité. Ce sont ces 3 seules dispositions de l'ordonnance que l'ordonnance rend applicable dès son entrée en vigueur, même au contrat conclu antérieurement. Enfin, pour terminer sur les innovations, quelques mots sur les sanctions de l'inexécution du contrat. Le nouvel article 1221 du Code civil introduit l'exécution forcée en nature des obligations contractuelles qui étaient érigées au rang de sanction de principe, contrairement à la lettre de l'ancien article 1142 du Code civil qui affirmait le principe de l'impossibilité de l'exécution forcée en nature des obligations de faire et de ne pas faire. Toutefois, l'exécution forcée en nature est empêchée dans 2 cas. D'une part, évidemment, si cette exécution est impossible. D'autre part, dit le texte, s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Si la première exception est classique, la seconde est novatrice, car elle était, jusqu'à l'ordonnance, refusée par la jurisprudence et critiquée par la doctrine. Le juge devra donc, encore lui, se livrer à une appréciation économique en faisant le rapport entre le dommage causé au débiteur, qui serait entraîné par l'exécution forcée du contrat, et le profit qu'en retirerait le créancier. Autre sanction, l'exception pour risque d'inexécution, qui est une espèce d'exception d'inexécution, fait son entrée dans le Code civil. C'est la suspension
par un contractant de l'exécution d'une obligation avant toute inexécution lorsque celle-ci est manifeste. Autrement dit, une exception d'inexécution par anticipation. C'est-à-dire lorsqu'il est hautement probable que le contractant ne s'exécutera pas avant l'échéance. Le nouvel article 1218 du Code civil donne une définition subjective de la force majeure qui est cantonnée à la matière contractuelle. Et je le précise au passage, dans l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, une proposition de définition de la force majeure est donnée et qui est différente de celle applicable à la matière contractuelle. Pour revenir au droit des contrats, l'ordonnance renonce au triptyque classique irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité pour lui préférer un nouveau triptyque incontrôlable, imprévisible et inévitable. Les deux premiers critères se rapportent aux conditions de l'événement, le troisième à ses effets. Cette définition nouvelle de la force majeure traduit clairement l'influence des projets européens de droit des contrats. Quelles sont les innovations en matière de régime général des obligations? Je serai relativement bref pour des raisons de temps. Le Code civil ne comportait pas de régime général des obligations. Désormais, le régime général des obligations bénéficie d'un titre propre. Ce titre 5 comporte 5 chapitres qui traitent successivement, dans un ordre logique, les différentes phases de la vie des obligations. Premièrement, les modalités de l'obligation. Deuxièmement, les opérations sur obligation. Troisièmement, les actions ouvertes aux créanciers. Quatrièmement, l'extinction des obligations. Cinquièmement, les restitutions. Enfin, quelles sont les innovations en matière de preuve des obligations? L'ordonnance met de l'ordre dans le plan du nouveau titre 4 bis du Code civil en créant 3 chapitres consacrés aux dispositions générales, à l'admissibilité des modes de preuve et aux différents modes de preuve qui n'apparaissaient pas formellement dans le Code civil de 1804. L'article 1374 nouveau codifie les dispositions relatives à l'acte sous signature privée contresigné par avocat qui n'avait pas été intégré dans le Code civil lors de sa création en 2011. Le nouvel article 1356 admet la validité des contrats sur la preuve lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Par exemple, désormais, les contractants pourront présumer la solidarité des dettes civiles en application de cette disposition. Le nouvel article 1363 fait entrer dans la section du Code civil relative à la preuve des actes juridiques le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Les apports substantiels de l'ordonnance se résument à la refonte de la catégorie des présomptions, à la clarification du régime probatoire du paiement et à la rénovation du régime probatoire des copies. En conclusion, la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est dans l'ensemble cohérente et pertinente. Sans doute, la réforme n'est pas parfaite et les textes manquent parfois de précision dans la rédaction. Les règles nouvelles vont soulever des interrogations, au premier rang desquelles l'articulation entre les dispositions supplétives et les dispositions impératives. On pourrait même s'interroger, en poussant le bouchon un petit peu loin, en se demandant si l'intervention d'une réforme qui rénove en profondeur le droit des contrats ne permet pas désormais de qualifier les contrats en cours de contrats aléatoires. Cette réforme va également nourrir des discussions, entraîner des critiques, laisser des regrets. Au titre des regrets, on regrettera que les dommages et intérêts contractuels, qui sont une sanction qui
d'une importance pratique considérable, n'aient pas été traités par l'ordonnance. Leur traitement a été renvoyé à la modification des règles de la responsabilité civile. Cette réforme va enfin susciter des controverses. Les textes qui voient le jour sont là pour interprétés par les juges, commentés par la doctrine, aménagés par la pratique dans les semaines, les mois et les années à venir. C'est la vie du droit, la vie d'un code. Il n'est plus temps de se retourner vers le passé, mais de regarder vers l'avenir. Vive la réforme, vive le nouveau droit des contrats et vive le Code civil français rajeuni. Je vous remercie. Alors, on voulait laisser avec Jean-Louis un peu de temps à la salle pour intervenir. Malheureusement, on avait un créneau qui est extrêmement court, puisqu'à 14 h, les cours reprennent dans cette salle. Néanmoins, je me mettrai à votre disposition à la sortie de la salle pour échanger avec vous.